Alors, les acteurs politiques qui sortent ces derniers temps, qui vous a marqué parmi ces personnalités politiques? Maurice Guédénon. Wilfried Dawaso qui m'a marqué, les déclarations. Je ne saurais le dire, mais ce que j'ai compris, c'est que chacun est resté dans sa position. Chacun est resté faible en défendant ses idées. Quand vous prenez Adrien Ngouedi, qui depuis un bon moment a commencé par parler ou... Il a commencé par se démarquer. Démarquer, surtout de ce qui se passe, et montrer qu'il y a des aspects du code qui ne sont pas bons. Oui, code électoral, bien sûr, qui ne sont pas bons. Il a commencé par les relever. Depuis, il a commencé par... Et récemment, c'est lors d'un sommet mondial de la jeunesse qui a été organisé. Et puis, il est invité comme panéliste pour parler de la conférence des forces de la nation, 35 ans d'hier à aujourd'hui. Et je pense que c'est dans ce test. Donc, vous voulez dire que Maître Adrien Ngouedi est resté égal à lui-même? Oui, il est resté égal à lui-même depuis un bon moment. Et on sait qu'aujourd'hui... Mais sa première sortie médiatique avait fait l'objet de toutes les critiques. Mais, écoutez, Wilfried Dawaso, toutes les sorties aujourd'hui, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, seront critiquées. Parce que nous sommes dans une phase décisive. La période préélectorale. Nous sommes là maintenant. L'enjeu, c'est les élections. Et chacun veut tirer le drap de son côté. Ceux qui sont contre le code aujourd'hui, ou ceux qui ont des arguments pour montrer que ceux qui sont là aujourd'hui font pas bien le job, ils vont les exposer. Ça, c'est Adrien Ngouedi. Oui, ils vont les exposer. Et aujourd'hui, on sait que jusqu'à l'heure où je vous parle, le PRD, dont il a été président, est toujours membre de la mouvance, mais pas ses prises de position, pas ses sorties médiatiques, pas ses déclarations. On peut plus dire aujourd'hui que Adrien Ngouedi est toujours de la mouvance. Ou est-ce qu'il est de la mouvance? Est-ce qu'il échange avant de venir porter ses opinions sur la place publique? Ok, merci. Alors, Jacques Manassé, les personnalités politiques rompent depuis quelque temps le silence. Maurice Guédénon parle de Adrien Ngouedi qui le surprend un peu de par ses déclarations vu son positionnement, sa position au sein de la mouvance. Vous, qu'est-ce que vous dites? D'abord, je rappelle que le PRD n'existe plus. J'ai dit que le PRD s'est fusionné. Le PRD n'existe plus légalement. Depuis quand? Ce qui existe s'appelle Union Progressiste Le Renouveau. Et c'est une fusion entre l'Union Progressiste et le Parti du Renouveau Démocratique. Alors que dites-vous alors des sorties médiatiques de Maître Adrien Ngouedi? Il faut nuancer. Adrien Ngouedi n'a pas critiqué les réalisations. Il s'est focalisé sur le code. Et il estime... Le code électoral. Voilà. Et il estime que pour le bien de tous, il va falloir ouvrir les élections. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière ce positionnement de Adrien Ngouedi à moins d'un an de l'élection présidentielle? Il est le seul à le savoir. Mais cette position ne vous surprend pas, vu qu'il appartient à une famille? Regardez le parcours d'Adrien Ngouedi depuis 1990. Si ça peut vous surprendre, vous, ça ne me surprend pas moi. Non, il est comme ça, c'est ça? C'est la nature de l'homme. Et ils ont habitué, du moins s'ils sont habitués à la veille des élections, au marchandage politique. Est-ce que ce qu'il est en train de faire actuellement rentre dans ce cadre de marchandage politique? Il est le seul à le savoir. Et c'est pour cela que j'ai commencé. Puisque dès qu'il a commencé par faire ce type de déclaration, la défunte PRD, les gens ont commencé par dire que le PRD existe toujours, des trucs comme nanani nanana. Et c'est là le problème. C'est comme s'il est nostalgique d'un passé qui n'est pas aussi... Vous disiez que le PRD n'existe plus. Et pourtant, on a lu un communiqué, à moins que ce communiqué ne soit pas... Et ils ont mis ancien PRD. Ok, d'accord. Eux-mêmes, ils ont mis ancien PRD. Ça veut dire que c'est un courant au sein du parti Union Progressiste. Est-ce que Adrien Ngouedi n'est pas en train de vouloir montrer qu'il veut quitter la mouvance présidentielle à travers ses prises de position? C'est son choix de quitter et c'est son droit de quitter la mouvance présidentielle. Personne ne lui en voudra pour cela. Et c'est pour ça que je vous rappelle, à la veille des élections, nous avions l'habitude d'assister à ces genres de scènes par le passé. À quel fait? J'ai parlé tout à l'heure de marchandage politique. Ne nous cachons pas derrière les mots.
Les gars avaient l'habitude de faire ça pour faire leur commerce politique autour. Aujourd'hui, peut-être que les choses ont évolué et ils ne sont pas encore habitués à la nouvelle donne. Est-ce que vous voulez dire que ce qu'il dit n'est pas fondé, n'est pas pertinent? Je n'ai jamais dit ça et je n'ai jamais critiqué ses sorties. Mais j'analyse le contexte. Okay. Et pour mieux étayer ce que je dis, je fais recours aux périodes préélectorales. À chaque fois que nous sommes dans de phases pareilles, il y a toujours eu ces genres de choses avec des flopées de déclarations de ci, de ça, parce que tout le monde veut se repositionner. Non, on ne sait pas demain. Ok, Josaphat Dabolino, la sortie médiatique, la deuxième du maître Adrien Rongbedi, comment est-ce que vous l'interprétez? Mais c'est comme je suis ici devant ce micro, je parle, c'est aussi une sortie médiatique. Vous n'êtes pas une personnalité politique, malheureusement. Non, en fait... Josaphat Dabolino n'est pas encore une personnalité politique. Mais je suis quand même une personnalité journalistique, quand même. C'est aussi une personnalité. Je vous le concède. Non, mais en fait, moi, je suis un peu resté sur ma soif, je dirais même à la limite sur ma faim, par rapport à ce que dit Manasseh. Moi, j'aurais aimé qu'il parle qu'il nous décrive beaucoup plus marchandage politique là. Et s'il reconnaît que ce qu'Adrien Rongbedi dit aujourd'hui, réponds plutôt à la question c'est de marchandage. Non, mais je vais répondre tout à fait. C'est pour ça que je suis en train de dire. Donc, focalise-toi sur cette la question. Est-ce que le fait de sortir un citoyen béninois sorti donner son opinion par rapport à la situation sociopolitique du pays, est-ce que c'est de marchandage politique? En tout cas, c'est sur ça je suis. Donc pour vous, c'est dicteur, c'est que dit Manasseh. Tout à fait. Moi, je dis, c'est un citoyen après tout, Maître Adrien Rongbedi, même si le PRD n'existe plus, même si l'UPR désormais est là, même s'il fait partie de la mouvance présidentielle, il demeure toujours un citoyen béninois. Et en tant que citoyen béninois, il a le droit, le devoir et tous les privilèges nécessaires de se prononcer sur des sujets de la République. Maintenant, le code électoral, puisqu'il en a parlé, nous, en tout cas moi, sur beaucoup d'autres plateaux, j'ai évoqué ce code électoral, tout comme les confessions religieuses, tout comme les acteurs de la société civile, tout comme les acteurs politiques qui sont aujourd'hui dits de l'opposition, tout comme également quelques membres de la mouvance présidentielle que nous prenons aussi en offre, qui reconnaissent parfois qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer au niveau de ce code électoral. Donc, se prononcer sur ce cas, dire ou demander à ce qu'on puisse revoir un peu certains aspects, certains articles de ce code électoral n'est pas encore pour moi de marchandage politique. Et sortir également et parler bien sûr de la vie sociopolitique du pays, c'est quand même animer la vie politique du pays, parce que ça fait partie des attributions bien sûr des acteurs politiques et ils sont dans leur droit, que nous soyons à la phase préélectorale, que nous soyons à la période dormante, c'est-à-dire il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de scrutin en vue, c'est quand même de leur droit de sortir, de faire des déclarations. Et considérer aujourd'hui la sortie de Maître Adrien Rongbedi comme une sortie, parce que vous avez dit, est-ce que désormais il veut se démarquer de la mouvance présidentielle? Tout à fait. Non, pas forcément. Je vois qu'en fait que même si vous êtes dans une organisation, dans une association et que vous n'avez pas les mêmes points de vue, vous avez quand même le droit de le faire savoir. Même en public? En public? Oui, peut-être que si vous m'avez laissé, vous aurez dû avoir la réponse à votre question. Peut-être que à l'interne, il a fait des suggestions, il a discuté, il a communiqué avec des acteurs qui n'ont pas pris en compte, parce que lui n'est pas un poste décisionnel. Donc, je ne sais pas s'il a une casquette officielle dans le bureau dirigeant de l'UPR, mais je sais quand même qu'il est membre, donc du coup, peut-être qu'il a formulé aux dirigeants, il en a parlé à l'organe dirigeant, mais ça n'a pas été pris en compte, et encore que ce sont les députés qui votent les lois. Donc certainement, il n'a pas été entendu. Il s'est dit, ok, puisque à l'interne, on a essayé de communiquer, de discuter sur ça et que vous ne m'avez pas écouté, peut-être que si je fais connaître ma position à l'opinion publique, ils sauront qu'il y a peut-être en son temps, j'ai quand même dénoncé. Maintenant, on pourrait se poser la question, pourquoi
maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que ce n'est pas aujourd'hui que le code a été voté. Ce n'est pas que le code a été aussi voté comme on a adopté la nouvelle constitution, en tout cas la constitution révisée de 90, notamment le code, si j'ai souvenance, on a publié, on en a parlé, il y a eu un débat, en tout cas une sorte de débat autour de ce texte avant adoption. Maintenant, est-ce qu'il a été consulté en son temps? Quelle a été sa position? Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux pour le savoir, mais il n'est jamais trop tard de bien faire. Aujourd'hui, il reconnaît qu'il y a des articles à corriger, il reconnaît qu'il y a des failles. Moi, je m'en tiens à ça et je maintiens toujours la position que effectivement il y a des failles parce que quand nous prenons même les statistiques des dernières élections de 2023, je crois, l'élection législative, quand on devrait avoir, parce que l'actuel code dit il faut avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Mais quand je fais le quota, si je ne me fais pas trahir par ma mémoire, l'UPR a eu 29 à 20% dans 21 circonscriptions électorales sur 24, et puis l'autre, le BR a 19 sur 24, et les démocrates ont 14 sur 24, ce qui veut dire qu'aucun des partis politiques, aucune de ces formations politiques n'a eu 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Vous estimez qu'il y avait déjà problème? Voilà, donc si je me tiens à ces statistiques, il y a souci. Donc, par quelle magie, avec bien sûr cette animation, en tout cas avec l'intention des Béninois aujourd'hui, encore que les intentions restent les intentions, ça reste le résultat final au soir du scrutin. Je me dis par quelle magie c'est les formations politiques qui vont se présenter à l'élection générale pourront avoir 20% dans les 24 circonscriptions électorales. Mais on parle d'accord de gouvernance. Oui, tout à fait. C'est pour ça que certains disent qu'on finira par avoir cet accord de gouvernance avec l'UPR et BR, les deux formations politiques de la mouvement présidentiel, et on aura, comme on l'a eu par le passé, une assemblée nationale monocolore qui sera... Vous êtes en train de présenter cela? Oui, c'est évident parce que je viens de donner... Moi, je me base sur les chiffres et je viens de vous donner les chiffres, en tout cas pour les dernières élections législatives. Et si je m'en tiens à ça, la configuration actuelle ne permet pas, en tout cas moi je suis certain là-dessus, ne permet pas à ce que les formations politiques qui vont se présenter à l'élection générale de 2026 puissent avoir 20% dans toutes les 24 circonscriptions électorales. Ça, c'est une évidence. Ce qui fait que l'accord de gouvernance sera fait, et ne me dites pas que le BL va s'associer aux démocrates pour faire un accord de gouvernance, ni l'UPR va s'associer au FCBE ou à d'autres formations politiques de l'opposition pour faire l'accord de gouvernance. Donc le schéma qui se dessine, c'est un accord de gouvernance entre l'UPR et le bloc républicain, ce qui veut dire que cet accord trouvé, ils auront tous les sièges, et au finish, on aura une assemblée monocolore, et ce n'est pas bien pour la démocratie. Et c'est tout ce qu'on dénonce, en tout cas, entre autres, dans le code électoral. Merci à vous, Josaphat. Alors, oui, Josaphat vient de parler. Je ne sais pas si on peut évoluer par rapport aux acteurs politiques qui ont peut-être impressionné de par leur déclaration. Oui, mais Josaphat a évoqué certains aspects du code que dans ce même studio, on a aussi abordé par rapport à la question des 20%. Je pense qu'à ce niveau, Wilfried Awasso, c'est vrai qu'on ne voit que l'accord de gouvernance entre le BR et l'UPR, ou l'Union progressiste sur le renouveau. Mais moi, je pense que les choses peuvent évoluer. C'est vrai, Josaphat a évoqué les chiffres. L'UPR avec les démocrates. Bon, vous savez... C'est vrai que les choses, les statistiques de 2023 ont montré qu'aucun des partis politiques n'a obtenu les 20% dans les 24 circonscriptions. 24, mais ça peut évoluer, Wilfried. Les choses peuvent évoluer. Oui, les choses peuvent évoluer parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'à un moment, moi je me suis posé la question, mais dans quel état d'esprit ceux qui ont rédigé ce code-là étaient pour nous proposer un tel test? Mais après, je me suis dit, mais écoutez, si on a moins de partis aux élections, et que les partis vraiment travaillent, on peut arriver et à avoir... Que les partis travaillent à rester ensemble. À rester ensemble. Parce que moi, j'ai écouté, c'est vrai, j'ai écouté des acteurs qui ne sont pas, parfois, certains ne sont pas béninois. Ils m'ont dit que... Donc vous estimez que c'est dur, mais la finalité, elle est bonne. C'est ça? On peut trouver qu'elle est bonne, mais il faut éprouver les tests. Parfois, moi, je dis, ce que moi, je reproche au code, c'est que si au cas où on n'aura pas ça,
qu'est-ce que les tests ont prévu? C'est là, moi, on peut mettre là-bas... Même c'est votre inquiétude. Oui, on peut mettre même là-bas... C'est-à-dire au cas où aucun parti n'arrive à obtenir les 20%, ou bien au cas où, malgré les accords de gouvernance... On n'arrive pas à atteindre ce que le code a prévu. On se retrouve dans quelle situation? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout ce qui m'inquiète, moi. Et vous avez la bonne question. Mais c'est tout. Sinon... ça ne vous gêne pas du tout. Hein? Non, écoutez, quand on veut fixer... on aurait prévu... ça, et puis moi... Une porte de sortie, c'est ça? Oui. Parce que quoi, Wilfried Amassou, quand on veut fixer la moyenne pour les apprenants, là, pour aller aux examens, est-ce qu'ils sont d'accord toujours pour qu'on leur donne cette moyenne-là, ou la moyenne de passage? Non, on ne les écoute pas, on ne les consulte pas. Les enseignants s'entendent pour dire, en fonction de ce qu'on leur a enseigné, on pense qu'un élève moyen peut avoir 12. Et c'est la note choisie pour passer, pour avoir le diplôme. C'est pareil pour les acteurs politiques. Si aujourd'hui, eux tous ont reconnu qu'une fois à l'Assemblée nationale, le spectacle n'est pas bon, ou même sur le terrain, on a des micro-partis, des partis de région, des partis de quartier, des partis d'arrondissement, et qu'aujourd'hui, c'est important de travailler à assainir le climat politique et de les regrouper, on n'est pas contre. Maintenant, qui ne nous, en proposant des solutions pour régler ce problème, qui ne nous crée pas d'autres? Moi, je pense que le problème est là. Et par rapport aux accords de gouvernance aussi, oui, Josaphat, là où je suis d'accord avec Josaphat et certains acteurs, c'est quand ils trouvent que, écoutez, aujourd'hui, quand on prend le climat, le schéma qui est là, il n'y a que l'accord de gouvernance entre l'UPR, l'Union progressive, le renouveau, et le BR. Les démocrates se retrouvent seuls, ou peut-être ils iront avec la force Corée pour un Bénin émergent, parce que après ça... Mais apparemment, ils ne veulent pas. Hein? Non, oui, parce que en fait, le discours que leur vis-à-vis ou leur partenaire tient aussi ne les rassure pas. Quand Hunkwe va demander, dit qu'il va négocier les parrains au niveau de la mouvance, mais les opposants ou ceux qui sont de l'opposition vont se dire, mais si lui, on veut le faire un appel de pied et qu'il ira là-bas, mais c'est pas sûr qu'il sera avec. Est-ce que c'est pas suspect? Oui, voilà. Donc, et je pense que aujourd'hui, il faut décrisper l'atmosphère. Parce que l'inquiétude des citoyens, ce n'est pas ils sont contre les 20%, mais au cas où c'est ça le problème. Josaphat Dambolino, c'est vrai que il y a Maurice qui s'inquiète également. Hein? Oui, mais il n'est pas contre les 20%. Non, mais je suis conscient. Mais il relève un aspect, la finalité. C'est permettre à des grands blocs de se retrouver, de pouvoir être constitués. C'est pas une mauvaise chose. Non, mais c'est déjà ça la réforme du système partisan. Et aujourd'hui, on peut se regarder en face et dire cette réforme sur le système partisan a du plomb dans l'aile, parce que ça n'a pas décollé comme l'auraient aimé ou l'auraient souhaité les initiateurs. Donc, c'est une évidence aujourd'hui. Et ce code électoral, Boris, je pense en fait que vos inquiétudes sont légitimes et sont pertinentes d'ailleurs. Et c'est ce qui caractérise tout Béninois véritablement qui réfléchit, qui ne pense pas à son propre intérêt et qui pense à l'intérêt du peuple, de la patrie. Aujourd'hui, ce code doit être revu. Ça, c'est une évidence. Parce que, écoutez, depuis 2016, nous avons eu le président Patrice Talon au pouvoir. Après, nous avons l'élection de 2019 et nous avons vu comment ça a chamboulé un peu nos habitudes électorales parce qu'on a retouché le code en temps. Nous avons vu les élections qui ont suivi, ce qui veut dire que les codes qui ont été retouchés, en tout cas petitement depuis ce temps, ne nous ont pas permis véritablement de faire la fête comme nous en avions l'habitude au Bénin. C'est-à-dire au soir du scrutin, cette ferveur, cette joie, cette festivité qu'on remarque au niveau de chaque ménage, nous l'avons perdue malheureusement. Et c'est pas à cause d'un individu, mais c'est à cause d'un test qui est en vigueur. Vous vous rappelez, dans ce pays en 2020, on a dû convoquer de façon vraiment rapide et urgente les députés à se retrouver à l'Assemblée nationale pour prendre une loi complétive
qui modifie en quelque sorte quelques aspects du code électoral pour permettre à ce que les maires soient installés, parce qu'on a constaté à un moment donné que le code que nous avions voté, nous avions adopté et promulgué ne permettait plus à ce que la finalité soit de mise. Et c'est pour ça que je m'inquiète sur l'aspect de finalité qu'évoque Boris. Il m'a dit, bien, si cette finalité au finish, pour qu'on puisse dire, nous convoquons à nouveau les députés à l'Assemblée nationale pour une autre loi complétive, non, ce serait plus bien. En son temps, peut-être qu'on aurait eu des cases, peut-être qu'on aurait eu d'autres mécontentements, on aurait eu d'autres frustrations, et c'est en ce temps on va dire, ok, les députés, rassemblez-vous. Alors que depuis longtemps, que ce soit le clergé béninois, que ce soit les têtes couronnées, que ce soit les acteurs de la société civile et des acteurs politiques aujourd'hui de plus en plus réclament à ce que une relecture soit faite de ce code électoral. Moi, je vois pas le mal en ça. C'est pour ça que je dis la sortie de ces différentes personnalités politiques, c'est toujours pour le bon sens. Ils n'ont pas dit, ok, nous sortons, nous voulons plus de subventions à nos partis politiques, nous voulons plus d'argent pour faire des manifestations. Non, ils ont dit, le code électoral en l'état ne pourra pas permettre aux citoyens véritablement de festoyer au soir du scrutin électoral, des élections générales que nous avons en 2026. Ça, c'est quand même clair. Donc, c'est pour ça, je ne vois pas, pour utiliser le mot de Manassé, d'un œil de marchandage politique, c'est sorti de Maître Adrien Mbedi. C'est vrai que même si son passé n'est pas aussi glorieux comme il le signale, même si aucun acteur politique du Bénin n'a un passé glorieux, à moins que vous me donniez les preuves. Donc, il y a forcément des couacs, il y a des flops, et il y a aussi des ups. Donc, aujourd'hui, s'il sort, il n'est jamais trop tard de bien faire. C'est pas parce que vous avez trébuché à un moment donné dans votre vie par le passé que vous allez rester couché pour ne pas évoluer. Donc, il juge que, effectivement, pourrait faire quelque chose. Et je crois que c'est encore possible en l'état. Nous sommes à moins d'un an des élections générales, parce que c'est le 12 avril, en tout cas pour la présidence. Donc, suivant le chronogramme de la Sénat, bien sûr. Donc, s'il y a encore possibilité... Donc, pour vous, il faut faire quelque chose. Oui, s'il y a possibilité. Josaphat, merci. Alors, Yedafou, vous avez écouté Josaphat Daboulino, il estime qu'on peut faire quelque chose. Oui, je l'ai écouté, j'ai écouté tout le monde, et je m'étonne qu'on se focalise sur ce que moi j'ai dit, au lieu d'opiner sur le vrai sujet. Sinon, c'est le même sujet. Tu m'excuses, tu te focalises plus sur le fait que, sur mon analyse à moi, et c'est à partir de ça que Non, la question c'est, ces sorties médiatiques, pourquoi maintenant cette flopée l'impact qu'elle pourrait avoir, l'impact de ces sorties médiatiques, oui. Et dans le contexte actuel je vais même dire pratiquement de pré-campagne électorale, parce que nous sommes à un mois de la présidentielle, à moins d'un an, c'est normal que les acteurs politiques qui, pour défendre ce qu'ils font déjà, qui d'autres, malheureusement, donc vous comprenez cet activisme politique. Je comprends, et c'est ce que je dis. Et c'est dans ce cadre que moi j'analyse les interventions des uns et des autres. Et c'est pour ça que vous allez voir que je ne suis pas revenu sur le contenu de leur sortie médiatique. Moi, j'apprécie l'utilité de ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Et pour moi... En quoi c'est utile ? Pour moi, c'est normal qu'à moins d'un an, pour le scrutin de l'élection présidentielle et pratiquement, je crois, 8 mois d'un scrutin des élections communales, municipales et puis législatives, que des acteurs politiques commencent par affirmer leur position, commencent par... je ne vais pas dire animer, ils ont l'habitude d'animer, mais commencent par se démarquer pour proposer des offres qui diffèrent de ce qu'il y a déjà sur le terrain. Et c'est là, moi, mon inquiétude. Nous n'avons pas d'offres. Nous n'avons pas de nouvelles offres. Et c'est ce qui devrait nous inquiéter, nous autres journalistes. Comment se fait-il que des acteurs politiques sortent et au lieu de nous dire, maintenant, puisque nous sommes à moins d'un an pour la présidentielle, voici ce que, si par exemple, il s'avérait que moi, mon courant, gagnait les élections, voici ce que je propose pour améliorer le bien-être des Béninois. Donc, monsieur Josaphat
excusez-moi, monsieur Yedafou, pour l'instant, vous n'avez pas le sentiment que les partis politiques proposent quelque chose de concret aux citoyens par rapport à 2026, c'est ça? Ils ne proposent rien pour les citoyens. Ce qu'ils proposent, c'est d'abord comment faire pour mieux, pour ne pas se faire léser. C'est-à-dire, ils défendent d'abord leurs intérêts. Moi, je trouve que, tout en défendant leurs intérêts, ils ont le droit. Je dis, tout en défendant leurs intérêts, ils ont le droit, sinon le devoir, de commencer par nous dire... Pour vous, le débat n'évolue pas, c'est ça? C'est ce que je dis, parce qu'on est focalisé depuis un bon moment sur le code électoral. Il va falloir qu'on commence par nous proposer des offres. Ça n'évolue pas. C'est ça que moi je pense. Je ne sais pas, Wilfried, pourquoi ça devrait évoluer. En tout cas, pour moi, ça évolue parce que le débat est de plus en plus vif au niveau de la révision du code électoral. Donc, vous ne partagez pas l'avis de Josaphat de Manassé. Écoutez, vous pouvez pas proposer quelque chose si vous ne savez pas si vous pouvez être à la table. Mais je ne peux pas rester chez moi. Donc pour vous, en quelque sorte, c'est comme si l'horizon est sombre. Oui, mais je ne veux pas rester à la maison Wilfried Dafaso pour dire je propose quelque chose à l'émission Regard de ce matin. Mais il faudrait que je sois aussi à la table ici pour donner mon opinion. Mais le code ne rassure pas ce que des acteurs pourront se retrouver à la table. Mais vous n'êtes pas dans le cercle, vous n'êtes pas dans le game. Vous allez proposer quoi? C'est qu'on vous dit, ok, je vais me rendre au Pakistan. Mais je ne sais pas, je n'ai pas le billet d'avion, je n'ai pas de visa, je n'ai pas de quelqu'un là-bas. Mais je reste ici, je dis, ok, moi, je arrive au Pakistan, je vais changer le climat là-bas, je vais changer telle chose. Vous ne savez même pas si vous devez aller là-bas. Mais le code électoral Manassé ne permet pas ou ne rassure pas les acteurs. Même les gens de la mouvance présidentielle ne les rassurent pas de se retrouver. Même les députés, ils savent que leur siège est menacé. Ici, il y a des gens qui se disent, c'est même pas évident que je revienne à l'Assemblée nationale. C'est mon dernier peut-être, ou ce ne serait pas en 2026. Donc, les acteurs qui sont hors de l'Assemblée nationale aujourd'hui disent effectivement, est-ce que véritablement ils seraient sur la liste? Il faut être rassuré d'abord qu'on sera sur la liste électorale pour être candidat, pour demander, oui, mes électeurs, je serai candidat éventuellement. Je pourrais vous proposer ça. Mais l'horizon est sombre aujourd'hui, Manassé. On ne pourra pas proposer quelque chose de champ. C'est pour ça que je dis le débat est vif et ça évolue parce que si au finish, le débat permet à ce qu'on demande une relecture du code électoral, ça veut dire que ça a changé quelque chose. Alors, Maurice Guédénon, vous voulez placer un mot dans ce débat? Oui, mais je ne suis pas totalement d'avis avec... ça, c'est le débat. Avec Josaphat? Avec Josaphat, parce que pourquoi? C'est vrai que je partage un peu quand il dit que le climat est sombre... Oui, parce qu'il faut, le code ne rassure pas. Tout le monde se focalise sur le code électoral. Mais en dehors du code, il sait bien est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités? Il y a d'autres priorités. C'est ça raison. C'est là où je ne partage pas son avis en disant que non, on ne peut pas passer tout son temps à parler du code. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, ce code, il n'est pas révisé. C'est avec ce code qu'on ira aux élections. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Maintenant, commencez pas à parler des offres aux citoyens. Si nous... On n'est pas en campagne. Non, je suis d'accord. Mais quand même, défendre des idées. La fois dernière, j'ai dit, on écoute les acteurs politiques, mais parfois sur ces questions cruciales, on ne les entend pas. Mais dites-moi, oui, Josaphat Dabolino, il y a des questions plus importantes que le code aujourd'hui. Comme Wilfried Dafaso, j'ai tout le temps parlé de l'éducation. Oui, jusqu'à là où il y a des écoles sans toit. Est-ce que ça ne préoccupe pas? Le panier de l'aménagement, non, je vais même blesser ça. La santé, Wilfried Dafaso, la santé. Donc vous désolé que tout le monde se focalise sur le code électoral. Nous, même avec ce code, si nous prenons le pouvoir en 2026, voilà un peu les idées voilà les aspects que nous allons aborder. Non, on va vous prendre comme quelqu'un qui est déjà en campagne. Ça, c'est évident. Ça, c'est. Non, mais écoutez, Wilfried Dafaso. Mais il y a une manière de le dire, non? Il y a une manière de le dire. Oui, mais tout à fait. Il y a une manière de le dire pour que ça ne soit pas perçu comme une campagne électorale précoce. Nous sommes dans la pré-campagne. Hein? Non, mais il y a certains sujets qui méritent vraiment peut-être attention. Okay. La question sécuritaire, par exemple. Il y a la question de santé. Sur ce plan, la santé, moi, je travaille sur ça également. Et j'ai vu quand même, le gouvernement, il travaille pour ça. Mais l'assurance maladie, c'est désormais pour tout le monde. Faites la demande, faites les démarches nécessaires. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui est amélioré. Faut parler des écoles qui sont sans toit. C'est
vrai que c'est de l'éducation. Maintenant, moi, je ne veux même pas me focaliser sur l'aspect physique, mais le curricula même béninois, ça donne quoi? À dire, le système éducatif béninois, ça permet quoi? C'est justement des questions qui sont vraiment cruciales, mais n'empêche, ils sont des acteurs politiques. Ne l'oubliez pas, ils ont la casquette politique. Et la politique, pour eux, pour les acteurs politiques, c'est véritablement voir dans le futur comment prendre les rênes, comment gouverner, comment diriger. Ne demandez pas à ces gens-là de passer tout leur temps, par exemple, à parler de l'éducation, à parler de santé, alors que ça fait partie des rôles régaliens de l'État, qui doit quand même s'assurer de la santé des gens, de l'éducation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On ne peut plus continuer à faire la politique politicienne ou focaliser tout sur comment venir au pouvoir. Oui, je suis d'accord qu'ils sont des acteurs politiques, que la question du code électoral ne rassure pas, et aujourd'hui nous avons besoin de la paix pour construire le Bénin, et que si on trouve que le code a des problèmes, nous pouvons continuer à proposer des solutions pour améliorer le vivre ensemble, pour améliorer les conditions des citoyens. Là, on est d'accord. Maintenant, quand vous prenez le code, oui, vous prenez le code en 2019, c'est le code qui nous a obligés ou qui nous a mis dans une situation aussi moins confortable. Oui. En 2020, même chose. Quand on a fait les élections en 2021, même chose. On n'a pas eu le sentiment de la fête. Quand on a fait également les élections en 2023, même chose. C'est le code. Maintenant, si on peut retoucher ça, on pourrait avoir un ouf de soulagement. Et je crois que Manassé est d'accord avec moi. Je ne suis pas mon problème. Et c'est là que les gens pensent que... bon, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais je voudrais que on comprenne quelque chose. On a l'impression aujourd'hui que la préoccupation des politiques ou des partis politiques, c'est d'abord leur suivi politique plus que l'intérêt du peuple. Et c'est de cela qu'il est question. Le rôle des partis politiques, comme vous l'avez dit, ou comme on le reconnaît tous, c'est d'abord animer la vie politique. Et ce sont les idées qui animent. Mais lorsque les idées ne tournent que autour de l'intérêt personnel, c'est qu'on est au centre, au cœur des propositions. On parlait du code électoral, c'est un intérêt personnel. C'est d'abord ça. Le code électoral, ça vise quoi? C'est la répartition des acteurs politiques au sein de certaines institutions. C'est comment réguler les élections. C'est pas que les intérêts personnels, hein. Ça engage le Bénin parce qu'il faut la paix. Je dis, le code électoral, c'est d'abord les politiques. En quoi le code électoral donne à manger aux Béninois? Non, mais ça donne pas à manger. Mais si le Bénin n'est pas en paix, si les élections ne nous garantissent pas la paix, Manassé, on peut pas parler de... Est-ce que parce que les populations de est-ce que parce que oui, d'accord, oui, la situation elle est comme ça, on n'a plus le droit d'opiner sur l'avenir du peuple et se focaliser sur ça? C'est là le problème. On ne peut pas se focaliser tout le temps sur un sujet et laisser l'essentiel. Moi, je trouve que l'essentiel, c'est le bien-être du Béninois. Et aujourd'hui, on reconnaît tous que Josaphat vient d'attirer l'attention. Okay. Quand on prend les curricula aujourd'hui, qu'est-ce que ça offre à la sortie aux Béninois? Oui. Cher ami Jacques. Alors, il y a, je veux dire, un auditeur qui veut intervenir. Monsieur Dr Nassiro Domingo, il est en ligne, il voudrait intervenir dans ce débat que nous menons concernant l'avenir politique de ce pays. Alors, Dr Nassiro Domingo, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. C'est Dr Domingo Nassiro? Non, c'est plutôt un citoyen. Ici n'est pas l'heure, parce que j'attendais Dr Nassiro Domingo. Alors, continuons le débat pour l'instant. Moi, je dis à Manassé, oui. Cette portion de sa phrase, que ça ne donne pas, le code ne donne pas, ne rassure pas, ne permet pas la sécurité des gens, mais les populations de Banter, du Savea, du centre du Bénin, de 2019 à 2021. Même de Cotonou, De Cotonou et environ. Non mais ça, les cicatrices sont toujours là, les souvenirs sont toujours là. Vous pensez que quelqu'un a plus perdu
Vous pensez que moi, je n'ai pas été impacté? Mais quand vous parlez de banque chez moi, j'ai des cousins qui sont dedans. C'est à cause de il y a des aspects que vous ne maîtrisez pas. Vous savez de quoi vous parlez. Je sais de quoi je parle dans cette truc. Je sais exactement de quoi je parle. Et c'est pour cela que je dis, arrêtons de nous focaliser. Vous permettez. Oui, est-ce que c'est Dr Nassiro Domingo? Est-ce que c'est lui? Allô? Oui? C'est un citoyen, je peux Non, il n'est pas l'heure pour vous d'intervenir. Je vous en prie, je suis vraiment désolé. Il n'est pas l'heure. C'est vrai que c'est difficile de reconnaître les numéros des appels, j'allais dire les identités des individus, des personnes derrière le téléphone, c'est pour cela. Oui, allons-y, continuez le débat, parce que là... Oui, ce que je disais, c'est que c'est ceci. Il faut que, j'ai dit ici, et je le répète, c'est du droit, et cela ressort de leur droit de défendre leurs intérêts, les politiques. D'accord, je l'ai dit ici. Mais je dis, on ne peut pas se focaliser uniquement sur cela. Ça donne l'impression que le problème, c'est d'abord soi-même. Je me bats d'abord pour moi. Ils ne donnent pas l'impression qu'ils se battent pour le peuple. C'est de ça que je parle. Et on est à un an, à moins d'un an de l'élection présidentielle. Vous voulez nous faire quelle offre? Vous nous proposez quel type d'offre? Les sorties aujourd'hui doivent rentrer dans ce cadre, même si on fait des critiques par rapport aux lois. Tout est perfectible dans ce monde. Et nous sommes tous d'accord que on peut améliorer les choses. Maintenant, au-delà de cela, vous nous proposez quoi? Quelles sont les offres? C'est de ça. Moi, à partir de... Normalement, en 2015, je me rappelle très bien en 2015, à de pareils moments déjà, le débat se faisait. Chacun opinait déjà. Et il y avait des choses. Le débat se fait aujourd'hui. Quel débat? Les gens proposent quoi? Quelles sont les offres qu'on nous montre? Dites-moi, quelle est l'offre qui est sur le tapis? Si nous-mêmes, on n'est pas capable de rappeler aux hommes politiques que, à l'heure là, parlez-nous plus de vos offres politiques que de défendre vos intérêts, c'est que c'est nous, journalistes, qui les encourageons à se focaliser sur quelque chose. Et c'est de ça, moi, je parle. J'ai deux petits points à soulever rapidement. S'il vous plaît, oui, je pense que cette fois-ci est la bonne solution, d'ailleurs. Oui, est-ce que vous m'entendez? Docteur Nassiro Domingo, vous m'entendez? Vous m'entendez, docteur Nassiro Domingo? Quelques petits soucis, hein? Oui. Mais je voudrais placer deux points. Là, véritablement, je crois que je vais finir avec ce parce qu'on risque de ne pas s'entendre jusqu'à finir l'émission. C'est ça aussi le débat, hein? Oui, c'est aussi ça le débat. Le premier aspect, c'est-à-dire, Manassé dit qu'on a l'impression que les acteurs politiques ne pensent qu'à eux-mêmes. Pour vous appuyer, il y a le plus premier... Oui, docteur Nassiro. Comme le poste radio crash. Oui, et vous m'entendez? Allô? Docteur Nassiro Domingo, vous m'entendez? Oui, je suis en ligne. Ok, alors, vous êtes en ligne sur Cap FM, docteur Nassiro Domingo. Vous êtes une personnalité de ce pays, et c'est vrai que par le passé, vous avez occupé d'éminents postes, d'éminentes fonctions. Alors, vous voulez placer un mot dans ce débat que nous menons? Oui, allô? Oui, on vous écoute. Voilà, merci, monsieur Hassou. Et je vais intervenir très rapidement. Oui. Et dire que, en principe, vous voyez, on est dans une impasse, on essaie de trouver des solutions avant qu'on ne tombe dans l'impasse. On dit, on sait qu'il y a une impasse devant. Voilà, c'est pourquoi les gens se focalisent d'abord sur le code. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a d'autres problèmes nationaux plus importants. Le problème des écoles, des hôpitaux, ça peut se résoudre très facilement en dégageant 100 milliards, par exemple, une année, sur 5 ans, sur 5 mandats, on peut régler les problèmes de la santé. Le problème de l'école aussi, on peut régler. Maintenant, ici, nous devons parler, c'est parce que ça approche. Vous voyez, le président Oubedi a bien fait de se démarquer. Peut-être qu'il a tenté à l'intérieur. Ça n'a pas marché. Vous voyez, il faut qu'on dénonce. Parce qu'on ne peut pas ne pas être dans... Quand on est dans un parti, il faut pouvoir dire la vie contraire. Il faut pouvoir dire ce qu'on pense. Et c'est ça la démocratie. Il faut qu'on tolère ça. En Côte d'Ivoire, au sein du PDCI, il y a des courants. Il faut qu'on accepte ce courant-là au sein de la mouvance présidentielle. Et c'est ça qui est le grand problème, le vrai problème. Les gens posent un problème, il faut régler ça avant d'y aller.
pour ne pas entrer dans l'impasse. Voilà ce que je voulais dire. Monsieur Jacques Manassé, on est tout à fait d'accord avec vous ce que vous êtes en train de dire, mais l'immédiat, le court terme, c'est le court terme qu'il faut régler d'abord, parce qu'à long terme, on serait tous morts. À long terme, tout le monde serait mort. C'est Keynes qui l'a dit dans la théorie économique. Donc, il faut régler les problèmes de l'heure. Vous voyez, les problèmes de l'heure, c'est d'abord ça. Ensuite, on parlera du problème de l'emploi des jeunes, et ainsi de suite. Voilà ce que je voulais dire, M. Afassou. Merci à vous, Dr Nassirou Domingo, une personnalité de ce pays, a occupé diverses fonctions, en tout cas sur divers régimes. Alors, des régimes précédents. Oui, je pense que le professeur ou docteur Nassirou Domingo a abordé des aspects que nous avons relevés ici. Le code, oui, parce que si nous sommes dans un pays et qu'on n'a pas la paix, tous les autres problèmes ou toutes les questions évoquées ne seront pas réglées. Mais je rappelle au docteur à docteur Nassirou Domingo que nous ne mourrons pas, parce qu'il a dit nous serons tous morts, mais nous ne mourrons pas. Nous sommes au Bénin. C'est une façon de parler. Oui, c'est une façon de parler. Oui, c'est pour dire que si nous allons régler ce problème, je pense qu'en 1989-90, quand le Bénin s'est retrouvé dans une situation difficile, les acteurs se sont retrouvés, ils ont trouvé une solution. On va trouver la meilleure formule de régler ce problème du code électoral et pour vraiment garantir la paix aux citoyens. Et je reviens toujours sur ça, parce qu'il faut la paix pour construire le Bénin. Jacques Manassé. Oui, je remercie Dr Domingo. Je crois qu'il ne dit pas autre chose que ce que je disais. Lui, et j'ai dit, et je l'ai rappelé ici, que le PRD devrait être considéré comme un courant au sein de l'UPR. Ce qu'il vient de confirmer. D'accord? Et eux autres, dans leur posture, puisqu'ils sont de la mouvance, et ils n'auront que à défendre leur bilan et à proposer une offre meilleure, c'est normal qu'ils tiennent ce discours. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Mais les gens qui sont de l'autre côté, doivent-ils rester dans la même logique? C'est le code électoral qui est leur programme d'action ou leur projet qu'ils veulent déployer lorsqu'ils vont prendre le pouvoir. Le débat est là. Les autres, ils seront là pour défendre les acquis de ce qu'ils ont fait. Ils vont capitaliser ce qu'ils ont fait et défendre les acquis. Mais les autres qui se sont opposés, puisque au Bénin, excusez-moi, je le dis toujours, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore de parti politique au Bénin. Parce que quand vous prenez, je l'ai dit dans ce studio il y a une semaine, et je le répète encore parce que les gens ne comprennent pas quand je le dis comme ça. Quand je disais ici, l'UPR et les démocrates devraient pouvoir s'entendre, c'est parce qu'ils sont du même courant politique. Mais voilà des gens du même courant politique parce qu'ils sont tous sociodémocrates, progressistes et sociodémocrates. Et ceux-là, se disant, s'opposent dans un pays où on aspire au bien-être du peuple. Ça veut dire que ce n'est pas le courant politique ou ce n'est pas les idées qui les opposent. C'est autre chose qui les oppose. Et pour moi, tant que c'est autre chose qui les oppose et non les idées politiques, c'est qu'on n'est pas encore arrivé à ce qu'on souhaite. Merci. Et c'est justement là le problème que pose le code ou le renforcement, puisque ça a été abordé ici, le renforcement des conditions, c'est le problème que cela pose. Si effectivement, on a un courant de droite, un courant de gauche et on a un courant centriste, vous pensez que la question posée ne sera pas réglée? Merci à vous, merci pour l'animation de ce débat. Merci beaucoup, on va évoluer rapidement. Josaphat Dabolino, malgré les critiques émises contre la loi, je parle de la loi numéro 2025-09 portant chefferie traditionnelle adoptée le 13 mars dernier. Eh bien, la loi a été promulguée, le chef de l'État a promulgué la loi. Est-ce qu'on peut dire que désormais, le chien aboie, la caravane passe? Oui, tout porte à croire parce que malgré tout, ça a été promulgué. Est-ce que le gouvernement n'est pas resté égal à lui-même? Sinon, le chef, est-ce qu'il n'est pas resté égal à lui-même? Non, mais en fait, le chef de l'État s'est dit j'ai confié la mission à une commission, parce qu'il y a une commission qui a été mise en place en mai 2022.
c'est cette commission, les membres de cette commission qui ont travaillé d'arrache-pied, qui ont sondé, qui ont analysé, qui ont interrogé, qui ont fait l'histoire du pays et qui ont proposé des tests. Donc, il s'est dit, mais on a dépensé pour une commission qui a travaillé. La commission, au finish, a proposé un test. Nous avons soumis le test aux députés. Ils ont aussi analysé parce que les députés sont nationaux. Donc, ils viennent de toutes les contrées du Bénin. Donc, ensemble, ils ont analysé, ils ont étudié et ils ont adopté à l'Assemblée nationale. Donc, pour moi, en tant que président de la République, qu'est-ce que j'ai à faire à pas promulguer encore que la Cour constitutionnelle a déclaré la loi conforme, la loi votée conforme à la Constitution. Donc, je crois que le chef de l'État est resté dans sa logique. Le chef de l'État est resté dans une logique. Hein? Oui, en tout cas, si je lui crée en griffe cette logique-là, donc c'est normal que la loi soit promulguée parce que c'est une commission et ils ont dépensé des millions pour les membres de cette commission qui ont travaillé. En tout cas, je connais pas leur méthode de travail, mais je sais au moins qu'ils ont interrogé l'histoire, qu'ils ont revisité certains temples, certains royaumes et finalement ils ont fait sortir un test. Maintenant, il y a des critiques. Est-ce qu'on pourra avoir un test sans critique? Je crois qu'en fait que tout aucune loi n'est exempte de critique, est-ce que vous voulez dire? Non, tout est perfectible. Donc, comme c'est également possible en 2019 ou en 2020 d'avoir une loi complétive, c'est possible qu'en fait qu'avec le temps, parce qu'il y a beaucoup de recours qui ont été déposés, avec les recours, on pourra réévaluer, réétudier certains aspects pour ensuite avoir une loi peut-être complétive ou peut-être au niveau des décrets renforcer certains tests pour permettre à des gens d'exister, des communautés d'exister, des communautés comme la communauté Women, je l'ai dit à l'entame de... Vous tenez tellement à votre communauté. Oui, parce que personne ne viendra faire notre histoire. Chacun prêche pour sa paroisse. Oui, mais personne ne viendra faire notre histoire. Et je suis sûr que vous, par exemple, vous ne connaissez pas ma lignée. Moi, ma lignée, c'est Glo Holudutu. Et Glo Holudutu, nous avons un roi qui était Glo Holu, qui dirigeait quand même cette communauté au niveau, après, à Dasso, en allant vers Zanyanando, venant un peu à Famé ici, si vous connaissez bien cette localité-là. Donc, qui également avait aussi des palais annexes au niveau de Rekba, au niveau d'Adjoun. Donc, c'est des communautés qui existaient. Et en 1780, pour une petite histoire, comme je vous l'ai dit, en 1780, il y avait quand même des rois, les Tosoholu, ils ont des rois. Et actuellement, là où je suis en train de parler, il y a un roi des Tosonu qui est à Gonti, dans la commune d'Adjoun, c'est-à-dire à quelques 3 km du centre-ville d'Adjoun, dans le village Gonti, il y a le palais royal des Tosoholu. Donc, c'est une royauté quand même qui existait depuis 1700 et qui permettait quand même, parce qu'ils ont dit, ils se sont basés sur des communautés, des chefferies traditionnelles qui existaient avant la colonisation. Donc, en ce temps, il y avait déjà quand même cette communauté qui était dirigée par les Tosono, ce que nous appelons les Gameno. Sans oublier également, notre royauté qui est Glo Holudutu. Et bien d'autres... je suis que si je donne la parole aussi à Maurice, il parlera également de son histoire. Non, mais ce qui veut dire que, tout au moins, dans cette aire géographique de Women, il y a qu'on pourrait prendre en compte. Parce que quand je regarde la loi, quand j'ai parcouru la loi, les 47 articles de cette loi-là, quand vous regardez, on a défini. Et en aucun cas, il n'y a même pas les aspects ni royaume, ni conseil supérieur ou chefferie supérieure, ni autre chose. Donc, ce qui veut dire que la région Women, à part bien sûr une partie de Dangbo qu'ils ont reconnu comme chef traditionnel, à part ça, toute la région Women a été oubliée. J'ai l'impression que l'histoire a unanimement oublié cette partie de l'histoire et c'est ça ce qui est dommage. Jacques Manassé. Oui, je crois que si nous tous on va commencer par rappeler sa lignée, nous sommes tous des princes. D'accord? Donc on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Et quand je parle comme ça, pour ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Mais moi, je n'ai pas réclamé chez moi. Vous êtes aussi un prince, c'est ça? Voilà. Mais je n'ai pas réclamé parce que le vrai problème, c'est quoi? On a l'impression que puisque si je suis sa logique, c'est que les Guédévis de Josaphat, c'est que les Guédévis, d'accord, que les Adjarouto, les descendants de Adjarouto sont allés voir sur le plateau d'Abomey, vont aussi réclamer une royauté. Mais c'est comme si on ne tient pas compte du dynamisme social
qu'il y a eu entre-temps. Il y a eu des royaumes peut-être, mais d'autres royaumes sont arrivés, ont mis un terme à l'existence d'autres royaumes. Il y a des royaumes, il y a des rois qui ont annexé, c'est voilà, ce qu'on veut dire, c'est cela. Des territoires. Voilà. Et quand vous annexez, c'est comme si l'autre disparaît. Et ce n'est pas seulement au Bénin qu'on a ce genre de choses. Il y en a un peu partout. Et si on ne tient pas compte de cette dynamique qui a existé par le passé, on risque de dire tout le monde est prince, il y a de royauté partout. Le des rois, c'est aller à la conquête du territoire. Voilà, c'est cela. Et des territoires ont été conquis. Sinon, au départ, Abomey, ce n'était pas truc là, c'est les fils d'Adjar ou toi qui sont partis de Alada. Encore que, ils sont venus de quelque part pour venir s'installer à Alada. Il faut qu'on tienne compte de cette réalité. Pour se dire, oui, quand on dit royaume, à un moment donné, nous avons cessé d'être chefs et nous avons fait allégeance à d'autres. Ne pas reconnaître ça là et réclamer aujourd'hui que, oui, il y a eu, oui, on reconnaît qu'il y a eu des chefferies à un moment donné, un peu partout. Des gens de Cotonou vont se lever pour dire, mais il y a chefferie, il y a quelque chose. Mais on ne peut pas s'en sortir si on continue dans cette logique. Et c'est pour cela que je salue le travail scientifique qui a été fait en amont. Où on a fait appel à des historiens, à des sociologues et autres, pour nous rappeler la dynamique qu'il y a eu. Et à un moment donné, ils ont fixé un seuil. Et on dit, à partir de ce seuil, on reconnaît les royautés, les chefferies qui existent. Et ne pas tenir compte de ça dans nos discussions, c'est que... Et les autres sont des chefs communautaires. Hein? Voilà. Il y en a juste qui ne sont que des chefs communautaires, des chefs de clans. Donc, ils sont toujours chefs. Ils sont toujours chefs. On ne leur dit pas qu'ils ne sont pas chefs. Mais à partir des critères qui ont été... 16 royaumes. À partir des critères qui ont été... 90 chefferies. Voilà, donc 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières. Voilà, c'est cela. Et il faut s'en tenir à ça. Je voudrais préciser quelque chose. Oui. Quand je parle de Wémen, je ne parle pas d'Adjoum seul. Je parle de cette aire communautaire qui regroupe Dangbo, Agégué, Adjoum et Bono. Donc, c'est important. Et je voudrais également préciser que quand vous prenez la loi 2025-09 portant sur les chefferies traditionnelles, il est dit, en son article 3, les royaumes qui sont reconnus. Article 6, les chefferies supérieures qui sont reconnues. Article 7, les chefferies coutumières qui sont reconnues. Et parmi les 3 grades que les scientifiques, que les experts, que les membres de la commission ont élaborés, en aucun cas, il y a cette aire géographique. Et ça dit que qu'est-ce qui a pendant tout le temps... Pardon, est-ce qu'on a cherché à savoir? Je voudrais juste préciser. Et le reste, là, vous allez lire le texte. Parce que moi, j'ai parcouru le texte du début jusqu'à la fin. Elle sera dit que dans cette aire géographique de Wémen, il n'y a même pas une chefferie coutumière depuis tout le temps. Comment ça se dirigeait? Ce qui veut dire que sur cette aire géographique de Wémen, il n'y a pas eu une chefferie supérieure, il n'y a pas eu un royaume. Même si on se dit, ok, on a les critères pour définir un royaume, on a les critères, elles sont cette partie-là, de Agégué jusqu'à Bono, à Dasso, est-ce qu'on n'a pas eu de chefferie supérieure? Est-ce qu'on n'a pas de chefferie coutumière au moins? Oui, c'est tout. Oui, vous vous rappelez, il y a 2 ou 3 semaines dans ce studio, quand on faisait le débat, j'ai dit, si ça ne tenait qu'à moi, le président, même si le texte a été voté, le président peut-être peut prendre un peu du temps pour voir tous ceux qui ont des récriminations contre la loi et qui souhaitent, qui estiment qu'ils ont été oubliés, qu'on les consulte et voit ce qu'il faut faire avant que le texte ne soit promulgué. Je pense qu'aujourd'hui, le chef a son agenda parce qu'il a commis une commission pour faire le travail. La commission a fait le travail, les députés ont voté. Mais quand vous écoutez certains députés, même moi j'ai écouté le professeur Léon Biobigou sur la radio nationale qui a quand même évoqué, même s'il a reconnu la qualité du travail qui a été fait, il a quand même dit qu'au niveau des royaumes, il faut élargir. Il faut que si ça ne tenait qu'à lui, on peut aller jusqu'à 20. Ça veut dire que même s'il reconnaît ce qui a été fait, il sait que toute œuvre humaine n'est pas parfaite totalement. Il y a des choses à corriger. Par exemple, là que je dis, même si la loi aujourd'hui est promulguée, oui, pour permettre à ceux qui sont chefs aujourd'hui de commencer par exercer leur pouvoir, mais il faut une certaine possibilité que cette loi soit revue. Je rappelle l'article 28 de la loi, le roi
le chef supérieur ou le chef coutumier a le devoir d'observer les principes de neutralité, d'impartialité, de réserve et de transparence. Et la même loi dit qu'un délai de 3 mois est donné à tous ces chefs supérieurs, chefs coutumiers au roi, en tout cas, de se conformer. Ça veut dire qu'ils ont encore 3 mois. Par rapport à la politique. Oui, non, et je pense que à ce niveau-là, on est tous d'accord, parce que c'est les politiques qui nous ont fabriqué à un moment donné certains rois, et puis parce que... Donc les gens ont encore 3 mois pour démissionner. Oui, des partis politiques, parce on leur a dit, si vous êtes roi, vous n'êtes reconnu par les textes, vous n'êtes pas membre, vous ne ferez pas... On ne peut pas être juge des partis. Les citoyens, les fils de votre royaume, de votre région viendront vers vous, vos enfants viendront vers vous. 2 enfants qui sont en difficulté. On sait que vous, là, vous êtes membre d'un parti politique. Vous prenez déjà parti. Si votre fils a un problème avec un enfant du dehors, et que vous, le père, vous êtes l'avocat qui veut, et vous voulez le juge, mais écoutez, vous êtes le juge, mais écoutez, on aura du doute à ce que le jugement soit équitable. Merci à vous. Donc, je pense qu'il y a possibilité de revenir sur cette loi. La loi a été promulguée, hein? Oui, promulguée. Mais pas parce que la loi est promulguée, mais on peut revenir que les gens ne peuvent pas corriger. Mais ce que moi je dis, c'est quoi? C'est que le travail technique et scientifique qui a été fait, est-ce que on reconnaît qu'il y a un seuil qui a été fixé? Puisque ce que je dis, c'est cela. Si la loi dit, on reconnaît les chefferies, les royaumes ou les chefferies supérieures, les chefferies coutumières, les royaumes. Si on dit c'est à partir de 1900 qu'on les reconnaît, et que on fait recours à l'histoire et qu'en 1900 il n'y a que 100, on ne prend que ces 100. Même si en 1889 il y avait 120, si en 1900 on a trouvé que 100, on prend les 100. Ceux qui en 1889 étaient chefferies et à un moment donné avaient fait allégeance. C'est ça que moi je parle. C'est un travail scientifique que je respecte. Je voudrais préciser, parce que la loi est promulguée. Donc du coup, on va faire le débat autour, dans l'espoir que les députés puissent reprendre les choses pour penser peut-être à une modification, à une loi complétive et autres. Là. Vous avez parlé de l'article 28, oui, parlant de la loi neutralité du roi. Tout à fait. Que les rois ne doivent pas être partisans. Oui. Et qu'ils doivent se démarquer de tout ce qui est politique. Je voudrais vous ramener un peu en arrière par rapport à un article que moi, je voudrais inviter tous les acteurs à vraiment observer, à ne pas mettre de la politique. C'est l'article 12, alinéa 3, qui parle de l'intronisation du roi. Et cet alinéa parle de comment il faut introniser un roi. Et qui va entériner cette intronisation? C'est qui selon vous? C'est le ministère de la Culture et le ministère de l'Intérieur. 2 acteurs politiques. Donc, ce qui veut dire que, suivant la loi... Ils entérinent suivant la loi. Ils n'interviennent pas dans la désignation du roi. S'il vous plaît. Laissez-moi finir mon argumentaire, vous allez y comprendre après. Il est dit qu'il y a un comité qui sera mis en place. Le comité désigne. Et après la désignation du comité, il faut le prêtre phare désigné par le comité qui consulte la divinité phare qui va aussi donner le OK. Donc du coup, quand tout ce processus est observé, qui donne le cachet final, c'est le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Culture. Et là encore, puisque ce sont des acteurs politiques, moi je voudrais inviter à ne pas mélanger la politique dans ça, parce que ça peut arriver que malgré le travail, la désignation du comité, malgré la désignation par le Fa, la divinité Fa, le politique qui est au niveau du ministère pourrait dire, moi je ne suis pas pour ce courant, donc je ne signe pas cet arrêté qui reconnaît cet individu anti-griffe qui a été désigné, parce que c'est un individu seulement avant qu'il ne devienne roi. Donc ça, cet article, cet alinéa me pose un petit problème, mais je compte sur les Béninois, sur les acteurs d'aujourd'hui et futurs, à véritablement œuvrer pour que ça ne soit pas le cas. Je rappelle que les amis auditeurs vont intervenir dans 3-4 minutes. En attendant, le dernier sujet, un individu qui se confond en excuses après avoir dit un certain nombre de choses sur les réseaux sociaux. Il s'est fait passer pour un agent des forces de sécurité dans ses excuses. Il dit qu'il a voulu blaguer.
Est-ce qu'on peut blaguer sur les réseaux sociaux, Maurice? Non, on blague pas avec tout. Il faudra on peut pas blaguer avec de tels audios. Moi, c'est vrai que je n'ai pas écouté tout ce qu'il avait dit au début, mais j'ai écouté ses excuses qu'il a eu à présenter. Mais on peut pas aller jusqu'à parce qu'il paraît qu'il a cité des noms dans son premier audio. Mais quelles sont les preuves dont il dispose pour faire cette déclaration? Moi, je ne comprends pas. Moi, je dis que l'excuse Est-ce que c'est pas par méconnaissance des tests? Oui, on peut dire pas méconnaissance des tests, mais est-ce que quand on veut dire quelque chose sur les réseaux sociaux là, il faut analyser, parce que même s'il vient aujourd'hui dire que ce qu'il avait dit, non, il n'est pas membre de la police républicaine, il n'est pas chef d'une unité de la police et tout, mais tous ceux qui ont écouté le premier audio qu'il avait envoyé là, est-ce qu'ils ont écouté tout ce qu'il a redit après? Est-ce que c'était non pas foi ce qu'il a dit? Ça n'a pas créé la peur, la psychose. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème par rapport à l'éducation des l'outil? Oui, c'est raison. Moi je dis, et aujourd'hui ce qu'il est ce qu'il a dit à tous ceux qui nous écoutent, à la population, c'est que c'est vrai, nous avons un portable en main, nous avons une Android en main. Ça ne nous donne pas le plein droit de dire tout ce que nous voulons et de balancer tout audio. C'est ça qu'il faut corriger. Jacques Manassé. Oui, c'est pour de telles choses que je salue l'application et j'invite la police à faire son travail. C'est parce que la police a sorti un communiqué dénonçant cela qu'il s'est confondu en excuses parce qu'il sait qu'on est à sa recherche. Il faut qu'il arrête de nous blaguer, nous autres. Il ne va pas nous blaguer. On ne s'amuse pas avec tout dans la société. On ne s'amuse pas avec tout. Dans un contexte où le haut commandement de la police républicaine a changé. Vous estimez qu'il a osé. C'est de l'audace, c'est ça? C'est de l'usurpation d'identité. Et venir dire des choses pareilles, c'est comme si il est en train de faire dire qu'au Bénin, la police exécute la police. C'est-à-dire, il attire l'attention des organisations de défense des droits humains sur le Bénin négativement. Et ça, il ne faut pas tolérer. Maintenant, quand il revient, il dit, ce n'est pas... Comment est-ce que vous pouvez faire circuler un truc pareil? Et parce qu'il y a eu réaction de la police, vous confondez en excuses et vous faites ce truc-là. Il n'a qu'à aller se justifier là-bas. Joseph Dabolino. Il y a ce que nous appelons dans le fact-checking, ne pas amplifier la désinformation en voulant déconstruire cette désinformation. Moi, je ne voudrais pas qu'on s'attarde sur ces propos qui aujourd'hui sont dénoncés. Qu'on s'attarde plutôt sur l'éducation aux médias et à l'utilisation des réseaux sociaux par nos populations. C'est très important parce qu'aujourd'hui, comme le disait Boris, tout ne suffit pas d'avoir un téléphone et de rester dans ces quatre coins pour dire mais j'ai le droit de dire tout ce que je veux, parce que des gens ont cette facilité d'ouvrir leur micro, d'ouvrir leur caméra pour raconter de n'importe quoi entre griffes. Il faudrait qu'on éduque davantage la population. Je sais que ces derniers temps, je n'arrive plus à suivre la radio comme cela se doit, mais je sais que KPFM faisait quand même une rubrique qui permettait l'éducation par les médias, l'utilisation des réseaux sociaux. Je voudrais que ça s'intensifie, que ça continue, que les radios aussi, que ce soit radio conventionnelle, que ce soit radio commerciale ou communautaire ou tout ce qui va avec, que les différentes stations radio puissent véritablement commencer à faire le travail à la base, à éduquer davantage les populations à l'utilisation des réseaux sociaux. Parce que quand vous ouvrez votre micro, vous ouvrez votre caméra et vous dites quelque chose, c'est non seulement ça porte atteinte à votre personne, mais également à votre famille, parce que ce n'est pas vous seul qui est impacté. Quand on parle de lui aujourd'hui, ce n'est pas lui seul. Il y a toute une famille derrière lui. Il y a tout un membre, des amis, son réseau d'amis, son réseau de connaissances. Tout le monde est inquiet aujourd'hui. Et sans oublier le message qu'il a fait passer, qui atteint également certaines populations, qui atteint certaines familles. Donc, il faudrait que chaque citoyen, en ouvrant le micro de son portable, en ouvrant sa caméra, puisse quand même se rendre compte que l'acte que je veux poser, est-ce que ça apporte un plus à un Béninois? Est-ce que ça apporte quelque chose de positif? Si ce n'est pas le cas, il peut s'abstenir. Sinon, l'éducation aux médias
elle est très importante et nous devons le faire. Vous, en tant que radio, même la télé, je crois qu'en fait, qu'il y a une télé au Burkina Faso, BFM 1, qui également fait de l'éducation. Je salue notre consoeur qui fait un travail formidable. J'ai eu la chance de travailler avec elle, qui fait un travail formidable sur la chaîne publique par rapport à l'éducation. Je crois que l'ORTB, pas c'est l'ORTB, Bénin TV aujourd'hui peut le faire. Et je voudrais inviter également la directrice de Bénin TV Junior, parce que c'est aussi une cible pour la jeunesse, de véritablement mettre un programme du genre pour permettre à la population, aux internautes, ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux, de véritablement avoir cette éducation à l'utilisation des médias. Et tout comme cette télévision-là, les télévisions privées peuvent également le faire. Donc c'est le travail de tous les journalistes en premier et de tous les acteurs et de la société civile également. Et c'est un travail de chaque citoyen. Merci à vous. On va écouter les amis auditeurs. Ils sont très nombreux à vouloir intervenir dans cette émission. Ils sont là depuis quelques minutes. C'est l'heure d'intervenir. Bonjour au premier intervenant. On ira très vite. Oui, monsieur Willy. Oui. Bonjour. Anselme Kwejo. Bien sûr. Affirmatif. À Touron, mais. Touron, Gadji. Sébastien Danoué. Pardon? Sébastien Danoué. Bien sûr. Il m'a dit on y va. D'accord, merci beaucoup. Bon, Willy, parce oui? que j'ai trop tardé sur... En tout cas, je voudrais seulement intervenir sur le premier débat là. Ok. Et je ne vais pas me monopoliser l'année. Je voudrais dire tout simplement à, je crois bien, c'est M. Daboulino. S'il dit que c'est oublier le code électoral et puis non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Quoi, c'est Jacques. Est-ce qu'on n'a pas dit pas? Pardon? Ils ont dit que... allô? Et oui, comme il a dit que de oublier... Non, personne n'a dit d'oublier. Il n'a pas dit ça. Personne n'a dit d'oublier. Il dit, c'est Jacques Manassé qui disait que il y a autre chose à faire. On focalise trop l'attention. Voilà, c'est ce qui a été dit. Faut trop se focaliser là-dessus. Okay. C'est différent d'oublier. Voilà. Celui qui dit ça, je crois bien qu'il est passé à côté du débat que vous êtes en train de faire. Parce que c'est le début de commencement, le code électoral là. Et je voudrais lui poser la question, celui-là, que est-ce qu'il est dans ce pays où les députés, les 28 députés, les démocrates iront, c'est-à-dire expliquer au peuple et qu'ils sont toujours bloqués. Ils n'ont pas assez de rencontrer les populations pour dénoncer ou expliquer des choses qui se passent dans le pays. Avec ça, comment n'est pas... L'élection que nous avons faite en 2019, ce qui s'est passé, vous n'avez pas vu? Sur les réseaux sociaux, nous avons vu des gens en train de casseter les bulletins, tout ça là. C'est encore là. Donc moi je crois que on devrait, première des choses à faire, c'est de corriger le code électoral parce que la loi dont on parle donne assez Anselme Kwejo, on a entendu quand même. Allô? Oui, il y a une autre. Rapidement, bonjour. Cher Willy, bonjour. Bonjour. Valentin Ayonou, mon nom. Valentin Ayonou, nous vous écoutons. Je dis bonjour à nos amis qui sont sur le plateau. Mon cher Gabolino, bonjour. Monsieur Manassé, tout, bonjour. Bonjour Valentin. Valentin. Oui. Monsieur Willy. Oui. Vous savez, vous devez, tous autant que vous êtes sur le plateau, vous êtes journaliste. Et vous exercez le 4e pouvoir. Et moi, je place votre pouvoir, 4e pouvoir, comme le premier pouvoir. Et quand vous opinez sur les antennes, il faut savoir que le peuple vous écoute. Et là, si vous opinez, essayez d'opiner dans l'intérêt supérieur de la nation. Je le dis toujours. Je ne suis pas content de certains de vos collègues. Eh oui, je suis clair et net. Vous savez, la sortie médiatique de certaines autorités, de certaines personnalités de ce pays,
si je prends entre autres Maître Adrien Mbedi, je dois dire à l'un de vos collègues sur le plateau que pour bien opiner sur cette préoccupation, de ne pas prendre la personne de Maître Adrien, c'est un exemple que je donne, de ne pas prendre la personne de l'intéressé même, mais plutôt de considérer ses propos, les propos tenus. Et c'est ça qui nous préoccupe ici. Maître Adrien Mbedi a parlé du code électoral. Plusieurs sont ces béninois, ces citoyens qui ont demandé la relecture de ce code électoral. Et ça s'impose à nous. Et tout citoyen esprit de paix doit œuvrer pour la relecture de ce code électoral. Tenez-vous tranquille. Au-delà des aspects que vous connaissez très bien, passant par l'histoire de 20% et autres, n'oubliez pas que le Sénat a étalé tout récemment le chronogramme des élections dans notre pays. Et ceci, je vous renvoie vers l'élection, la date du scrutin du 11 janvier 2026. Suivez-moi très bien. 11 janvier 2026, c'est la date des élections municipales et législatives. Sachez très bien que dans cette période, il y a bel et bien la fête de Vodou Days. Et qui démarre à partir de 8 heures. Pour finir pratiquement le 10 et le 11, on passe aux élections. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui croche là. Si nous devons aller aux élections le 11, il faut savoir que les campagnes électorales vont s'arrêter probablement le vendredi 9. Alors que la fête de Vodou se déroule allègrement dans nos villes et campagnes. Vous me suivez très bien. Oui, allez-y rapidement. Vous ne voyez pas que le code électoral est en train de nous conduire vers une destination inconnue. Ok, d'accord. Certains de vos collègues sont en train de soutenir cette histoire-là. Ok, on a compris. On a compris. Monsieur Ayonou, on a compris. Permettez à un autre d'intervenir. Troisième intervenant, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Wilfried Apasso. Bonjour, cher ami. Bonjour à tous les journalistes qui sont sur le plateau. Oui, bonjour. Je m'appelle Sébastien Nyonhosso, président ONG Amour pour ma patrie. Waouh. Là, c'est la société civile qui parle. Hein? Société civile. J'ai donné cette précision pour parler au journaliste Jacques Manassé. Et je voudrais, avant que vous nous parliez, préciser que je n'ai pas commenté les propos de Maître Adrien. Monsieur Jacques, calmez-vous. Non, je voudrais attirer leur attention dessus. C'est comme s'il pense que j'ai commenté. Jacques, calmez-vous. Oui, Jacques Manassé, vous disiez que dans les emplois du pôle, c'est pour l'intérêt personnel de autres. C'est là où moi je ne suis pas d'accord. Donc vous croyez que la société civile, le créer, les confessions religieuses, et d'autres personnes sont en train de vouloir un poste? Non. Si tout le monde réclame la correction du code, c'est d'abord pour la sécurité du pays, la sécurité du peuple. Et c'est ça qui intéresse le peuple. Les calculs politiques n'intéressent pas le peuple. C'est chez nous, c'est quand on va organiser des élections que chacun puisse aller dormir tranquillement chez lui et continuer sa fête. C'est ça qui intéresse encore le peuple et non les calculs. Donc je tiens à rectifier cela. Et pour parler du code, aujourd'hui, vous savez, et quand on veut jouer au ballon, quand il y a un jeu, on vérifie d'abord si l'outil qui veut nous amener pour le jeu est bien fait, est rond pour tout le monde. Prenons le cas des matchs sur le terrain. On vérifie le ballon, on vérifie tout ça là. C'est ça que les gens sont en train de vérifier maintenant. Il faut que le ballon soit rond pour tout le monde. Il ne faut pas que l'autre côté, il y a quelque chose qui est déjà cassé. Donc, tout le monde doit vérifier ça. Et donc, on a aux élections. C'est ça notre problème aujourd'hui. Et que ça ne nous emmène pas à l'impasse. On ne veut pas des élections infructueuses, comme le disent certains. J'ai même écouté le porte-parole du gouvernement, quand il disait, on lui avait posé la question, il disait non,
si les démocrates ont battu campagne, c'est eux qui se sont retrouvés seuls à l'Assemblée, ça ne lui gênera pas. Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est sérieux? Et en ce moment, ils vont faire quoi? Quand les démocrates vont se retrouver à l'Assemblée, les mouvements vont faire quoi en ce moment-là? Ok, j'ai compris. Nous sommes en démocratie, et en démocratie, c'est la pluralité des talents. Tout le monde doit agir dans le débat. À l'Assemblée, nous voulons tous les partis. On a compris. On a compris, Sébastien. Il y aura reçu l'autre. Oui, bonjour. Allô? Oui? Bonjour, M. Radou. Bonjour. Bonjour, les invités. La ligne est tellement difficile à trouver que quand on la trouve. François Kachelou. Monsieur François Kachelou, nous vous écoutons. Oui, Ferrazou. Oui. Notre pays, le Bénin, ne veut que deux choses, le pain et la paix. Comment se fait-il que on va organiser pour la première fois dans notre pays, le Bénin, une élection couplée? Vous voyez, non, une élection couplée, et on va organiser ça autant fictif. Vous voyez ce que ça va créer? Ça va créer beaucoup de dérapage. Ce n'est pas bien. Ceux qui sont entourés de ce code-là, ils savent bien que la date là est tombée sur un temps festif. Ils savent ça. Et tous, ils ne sont pas bêtes. Le Bénin, les Béninois sont intelligents, très intelligents même. Et vous allez poser une question, et que les invités vont répondre. Pourquoi ils veulent laisser maintenant que les élections là se passent à cette date-là? Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, les frontières sont fermées. Deux. Maintenant, en ce moment-là, c'est que nos frontières seront ouvertes pour que les étrangers vont rentrer dedans pour venir faire quoi? Pour venir voter? Ou bien, je ne sais quoi. Qu'est-ce que vous veulent créer? C'est tant de questions. Merci à vous. François Kachelou et l'autre. Oui, bonjour. Wilfried. Oui? Et c'est Ayonou Lucien depuis Séville. Ayonou Lucien, nous vous écoutons. Et vous parlez de la sortie de personnalités politiques. Oui. Et ça, Maître Mbedi m'a impressionné. Parce qu'il y en a parmi elles qui ont fait cette sortie pour se faire du mal. Et même hypothéquer leur chance si jamais elles sont candidats. Et parce qu'elles n'ont pas convaincu les Béninois à travers leur sortie. Et ramener, par exemple, le certificat de conformité au débat, c'est rouer le couteau dans la plaie qui se cicatrise. Oui. Même défendre le code électoral. Je les ai observés dans la salle. Je vois qu'ils se trouvent très mal dans leur peau, en défendant l'indéfendable. Si ce code était vraiment bon, pourquoi même en dehors de notre pays, les gens dénoncent? Vous suivez ce qui se passe au Parlement de la CEDEAO? Non, c'est pas bien. C'est pas bien que nous, de chaque raison garder et aller revoir le code pour le bien de tout le monde. Ok. Et ce que je n'arrive pas aussi à comprendre, c'est que quand on est de la mouvance, ça ne va pas, on ne doit plus parler. Et il a suivi, vous pouvez parler, il est devenu mettre à battre de certains politiciens qui ne savent même pas de quelle sorte. Ok, merci Lucien. On va prendre le dernier intervenant. Après, ça n'appelait plus. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, Daniel Misséon, docteur Vétari à l'appareil. Daniel, quelques secondes. Ah, quelques secondes. Oui. Bon, moi, je vais parler d'Adrien Roubedi pour le moment. Vous savez que si c'est un ministre ou bien un directeur de cabinet, on l'a déjà sanctionné. On l'a déjà sanctionné depuis. Normalement, on doit le sanctionner. On va enlever le parti. En tant qu'Adrien Roubedi et non PRD. Deuxièmement, le sujet. Moi, je vais faire une proposition pour le code électoral. Parce que tout le monde dit de revoir le code, le revoir. Il n'a qu'à faire des propositions. Moi, j'ai une proposition. En cas où les partis ne vont pas trouver les 20% dans les 24 circonscriptions malgré l'accord de gouvernance, l'accord parlementaire, on va dire que si quelqu'un le plus qui a trouvé les 20% vont partager les sièges. Et en cas où sont égalité, tous ceux qui sont égalité vont partager les sièges. C'est simple. On n'a qu'à ajouter ça là simplement, c'est fini. On va toucher les 20%. Merci à vous. Merci à vous, chers amis. N'appelez plus le numéro. N'appelez plus. C'est bon. Retour dans le studio. Chers amis, les citoyens sont vraiment intéressés. Oui. Willy. Jacques. Oui, je voudrais d'abord rappeler aux auditeurs que le sujet, c'est ceci.
Le sujet porte sur les thèmes suivants. Élection générale de 2026. Sortie tous azimuts des acteurs politiques. Après Candida Zanaï, Orden Alatati, Joseph Djogbenou, c'est le tour de Adrien Humbedi et de Bio Tchane de rompre le silence. Quel homme politique aura marqué l'opinion publique de par cette déclaration? Pourquoi? Que nous réserve cette fin de mandat du président Talon? Peut-être que nous n'avons même pas abordé tous les aspects de ce sujet. D'accord? Mais je voudrais leur rappeler que le sujet, ce n'était pas le code électoral. Et c'est pour cela que je demandais et j'insistais sur le fait de ne pas se focaliser sur le code électoral. Ils ont voulu entendre ce qu'ils voulaient entendre. Mais le débat ne portait pas sur le code électoral. Okay. Je voudrais qu'on fasse cette clarification. D'accord. Et nous avons compris chacun ce qu'ils ont dit et nous les félicitons pour leurs opinions.